Tu es bien sur la plus grosse vidéo de tout YouTube pour apprendre à devenir viral. J'ai fait plus de 100 millions de vues sur mes différentes plateformes de contenu et j'ai passé des dizaines et des dizaines d'heures pour décortiquer chacun de mes contenus virals. J'ai également analysé des centaines de contenus des plus gros créateurs au monde pour déterminer les leviers exacts qu'ils utilisent pour rendre n'importe quel contenu viral. Dans cette vidéo, on va voir beaucoup de choses. D'abord, on va s'intéresser aux meilleures études qui ont été faites à propos de la viralité, et tu vas voir que la viralité c'est pas de la chance, c'est bel et bien une science qui se contrôle. On va analyser les leviers et les biais cognitifs qui permettent de rendre n'importe quel contenu viral. On va voir comment rentrer dans le cerveau de ton audience grâce au pouvoir des émotions. On va également voir quelles émotions exactes il faut susciter pour devenir viral, parce que tu vas voir que c'est pas n'importe lesquelles. Je vais également te dévoiler les secrets des plus gros créateurs au monde, notamment MrBeast, Brendan Kane. On va voir les erreurs qui ruinent ta viralité et je suis certain que t'en fais au moins une partie d'entre elles. Je vais t'expliquer comment manipuler, attention, positivement ton audience pour qu'elle regarde tes contenus jusqu'au bout. On va parler de script, comment faire un bon script, comment réussir un hook, je vais te donner des structures exactes et on va voir également quoi faire pour que ton audience ne puisse pas s'empêcher de partager tes contenus. Je voudrais commencer par parler d'une erreur que commettent 95% des créateurs. Ça a été mon cas au début. Cette erreur, c'est de faire une obsession sur l'algorithme. Alors oui, je sais, ça va peut-être te surprendre. On se dit, pour être viral, faut parfaitement comprendre l'algorithme. Après tout, c'est bien l'algorithme qui te permet d'être viral. Sauf que, écoute bien ce qui va suivre, tu vas comprendre où je veux en venir. En fait, l'objectif de l'algorithme, peu importe la plateforme, il est très clair. Il veut montrer les bons contenus aux bonnes personnes pour qu'elles reviennent. Plus les utilisateurs reviennent sur les plateformes, plus les plateformes gagnent de l'argent. Et en fait, ça sert à rien de s'obséder à se dire quel est le dernier hack, quelle est la nouvelle astuce qui va me permettre de percer l'algorithme. La réalité, c'est que tous les algorithmes, ils fonctionnent à quelques détails près pareil. Ils vont regarder la durée moyenne de visionnage pour le format court, pour une vidéo YouTube. Ils vont regarder à quel point les spectateurs s'engagent, est-ce qu'ils like, est-ce qu'ils partagent, et vous regardez éventuellement le taux de clic si on parle d'une vidéo sur YouTube. Mais fondamentalement, c'est à peu près la même chose sur toutes les plateformes. Par exemple, si on parle d'une plateforme de texte, le watch time, au lieu que ce soit la durée moyenne de visionnage, ça va être la durée de lecture. Est-ce qu'on lit entièrement ton post? Est-ce qu'on clique sur voir plus pour déplier le post, notamment sur LinkedIn? Alors qu'est-ce que fait l'algorithme? Au bout du compte, il ne fait que regarder le comportement des utilisateurs sur la plateforme. Ce qui veut bien dire qu'en fait, comprendre l'algorithme, ça veut simplement dire comprendre l'humain, comprendre les personnes qui te regardent, en particulier ta cible. Ce que tu veux, c'est juste captiver des humains pour qu'ils regardent longtemps, pour qu'ils s'engagent. Donc tu vas te demander qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qu'ils regardent longtemps, quelles sont ces problématiques, en particulier celles de ta cible, ses peurs, ses besoins, ses frustrations, sur quel type de contenu ils s'engagent, etc. Et donc plutôt que de chercher des hacks et des astuces, tu as besoin de vraiment comprendre ta cible profondément, comprendre la psychologie humaine de façon générale, pourquoi un script captive ou non, quels sont les sujets qui intéressent plus, les sujets porteurs. Tu as besoin de comprendre la psychologie de tes spectateurs au niveau de ses émotions, au niveau de ses biais cognitifs, apprendre le storytelling, apprendre à susciter des émotions, tester des formats, des accroches, des sujets, etc. Maintenant que tu as compris ça, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et ce qui va suivre est extrêmement important à comprendre. Le choix de ton sujet de base quand tu crées un contenu et le choix également du format que tu choisis est extrêmement important. Ça représente facilement 50% des performances de ton contenu, si ce n'est plus, parce que tu peux faire le meilleur contenu du monde si le choix de ton sujet de base n'intéresse pas les gens, qui n'ont pas envie de regarder, qui n'ont pas envie de cliquer, je peux t'assurer que ton contenu aura beau être exceptionnel, ça ne marchera pas. Alors je vais te partager dès maintenant 3 stratégies qui te permettent de trouver des sujets à fort potentiel de viralité. La première, c'est la stratégie du parasitage d'audience. L'idée en fait, c'est que tu vas réagir au gros nom de ta thématique. Tu vas faire des réactions par exemple à leur contenu, tu peux faire une analyse de leur profil, etc. Et le fait de citer des gros noms, ça te permet d'une part d'attirer leur audience, également de te référencer sur leur nom. Moi je le fais très souvent, tu vois que récemment j'ai posté une vidéo d'analyse du business d'Antoine Blanco et de Margot Cunego, tu vois que ça fait 40 000 vues. Donc n'hésite pas à utiliser l'autorité des gros noms de ton domaine. Seconde stratégie, elle est toute bête mais elle marche extrêmement bien, tu vas simplement t'inspirer de ce qui
marche sur ton marché et refaire ce qui marche tout simplement. Donc tu fais une veille concurrentielle, tu peux également lister 10 ou 20 de tes concurrents et dès que tu vois qu'ils ont des contenus qui font plus de vues qu'ils n'en font habituellement, bah tu vas noter le hook, tu vas noter le sujet, tu vas reprendre la structure et tu vas refaire ces contenus. Alors évidemment, t'en refais pas des copies conformes, mais t'adaptes un petit peu ce format à ta touche. Moi par exemple, c'est grâce à ça que j'ai pu faire des dizaines et des dizaines de millions de vues, simplement en reprenant un format que j'ai vu sur le marché US qui consistait à présenter des sites et outils. Donc aujourd'hui tout le monde le fait, mais moi à l'époque j'étais l'un des premiers à le faire et j'ai gagné des dizaines de milliers d'abonnés grâce à ça. J'ai plein de reels qui ont fait des millions de vues. Donc analyse ta concurrence et refais ce qui marche. Troisième stratégie pour trouver des bons sujets, ça va être d'utiliser le newsjacking. Le newsjacking, ça consiste à te baser sur des sujets en lien avec l'actualité, donc des sujets qui occupent déjà l'esprit des spectateurs. Ils en parlent au boulot avec leurs amis. Donc tu peux identifier des sujets tendances en utilisant par exemple des outils comme Google Trends ou Exploding Topics qui te référencent un peu tous les sujets tendances, le volume de recherche actuel, et en surfant sur les tendances, tu peux très facilement avoir des contenus qui partent viraux. À un moment par exemple, Instagram avait fait une mise à jour avec une nouvelle fonctionnalité, j'ai été l'un des premiers à le présenter, ça a fait directement 435 milliers de vues. Ensuite, le choix du format est également très important. Alors ce que je t'invite à faire, c'est de lister 5 ou 10 formats dans ta thématique. Donc pareil, tu vas inspecter un petit peu ce qui se fait sur ta thématique, tu fais un petit travail de recherche, tu listes des formats, tu peux également en importer 2 ou 3 qui proviennent d'autres thématiques. Ça va te permettre d'importer des formats originaux, ça va te différencier des choses qu'on ne voit pas sur ta thématique. Et ensuite, ce que tu fais, c'est que tu vas tester 2 ou 3 contenus par format. Le but, c'est pas de faire un contenu, un format, et si ça marche pas, j'arrête, parce que parfois, c'est pas une science exacte, un format peut être prometteur, mais ça veut pas dire que 100% des contenus que tu fais sur ce format vont fonctionner. Donc tu testes au moins plusieurs contenus sur chaque format, jusqu'à trouver un format gagnant, et une fois que tu tiens un format qui est gagnant, eh bien tu vas réitérer un maximum. D'ailleurs, c'est un conseil que donne Brendan Kane. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce monsieur, c'est un marketeur aux US, vraiment c'est pas un guignol, il a fait plus de 60 milliards de vues au total pour lui et ses clients, il a plus de 100 millions d'abonnés sur ses réseaux et il a généré plus d'1 milliard de dollars grâce au contenu. Il est également l'auteur de plusieurs livres, notamment son dernier en date, Hook Point, qui est un excellent livre pour les créateurs de contenu, et il nous donne un conseil très important que j'ai trouvé de lui dans une interview. Ce qu'il nous dit en fait, c'est que chaque plateforme a ses propres formats, c'est-à-dire qu'un format qui fonctionne sur TikTok ne va pas forcément fonctionner sur Insta ou ne va pas fonctionner forcément sur YouTube. Et du coup, il nous donne un petit process en 4 étapes. La première étape, ça va être d'identifier des formats sur ta thématique à toi. Ensuite, tu vas choisir un format pour l'analyser au maximum. Et pour l'analyser, ce que tu vas faire, troisième étape, c'est que tu vas lister 5 contenus qui utilisent ce format et qui ont très bien marché. Par exemple, 5 contenus qui ont fait plus d'1 million de vues. Mais tu vas pas uniquement analyser les contenus qui ont bien marché. Tu vas prendre également 5 contenus sur ce même format, mais qui n'ont pas forcément très bien fonctionné. Par exemple, qui ont fait 10 000 vues ou moins. Et ensuite, tu vas jouer au jeu des 7 différences. C'est-à-dire que tu vas te demander quels sont les points communs entre les contenus qui ont marché, mais tu vas également te demander quels sont les points communs finalement entre ceux qui n'ont pas marché. Et à partir de là, tu vas lister, tu vas te faire un gros Google Doc, ça va te permettre de tirer énormément de conclusions qui vont te permettre ensuite toi de créer des contenus viraux en reprenant ce format. Alors à présent, je vais te parler du pouvoir et du rôle des émotions pour devenir viral. Je vais t'expliquer exactement comment les utiliser, alors sois très attentif parce que les émotions jouent un rôle absolument crucial pour devenir viral. C'est d'ailleurs ce que nous montrent ces 3 études. On a une étude du Harvard Business Review qui nous dit qu'un contenu émotionnel obtient en moyenne 30% de partage en plus. On a également une étude de Princeton University qui nous dit que les contenus qui suscitent des émotions sont en moyenne 2 fois plus partagés. Bon, il y en a une qui dit 30%, l'autre 2 fois plus, mais quoi qu'il en soit, c'est plus. Elle nous dit, cette étude également, que les contenus qui suscitent des émotions sont jusqu'à 22 fois plus mémorables et ces contenus activent également plus de zones dans le cerveau de tes spectateurs, notamment des zones en lien avec la mémoire. Et ensuite, on a également Unruly, qui est une plateforme de pub, qui nous dit que les contenus émotionnels ont 2 fois plus de chances d'être viraux d'après les dizaines de milliers de pubs qu'ils ont analysées. Alors, je vais me baser sur une étude de Jonah Berger et de Catherine Milkman pour te dire exactement quelles émotions tu dois susciter. Tu vas voir qu'il y a des émotions qui peuvent t'empêcher d'être viral et d'autres qui vont au contraire te donner de fortes chances de devenir viral, et je vais te dire exactement comment les susciter. Alors, l'objectif de cette étude, c'était de comprendre pourquoi
pourquoi certains contenus étaient plus partagés que d'autres. C'était également d'identifier le rôle des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, dans la viralité, et c'était également de déterminer si certains types d'émotions augmentent significativement les chances qu'un contenu devienne viral. Alors pour ça, cette étude, elle a analysé plus de 7000 articles du New York Times, et il y a 4 conclusions principales qui en découlent. D'abord, les contenus émotionnels sont beaucoup plus partagés, ça on l'a déjà vu. Les émotions, elles peuvent être positives ou négatives, ça c'est pas un problème, tu peux devenir viral en suscitant des émotions positives ou négatives. Par contre, toutes les émotions ne se valent pas. Il y a par exemple une différence entre susciter de la tristesse ou de la colère. La tristesse, par exemple, est une très mauvaise émotion pour devenir viral, je vais t'expliquer pourquoi juste après. Et ce qui compte surtout, c'est pas tant que l'émotion soit positive ou négative, c'est surtout l'intensité de l'émotion. Tu veux susciter en fait une émotion qui soit très intense, peu importe qu'elle soit positive ou négative, plutôt que de susciter plusieurs émotions, mais qui sont pas spécialement intenses. Alors regarde ce tableau qui est vraiment très intéressant, on voit différentes émotions ou différents facteurs, et on voit leur impact sur la viralité. Tu vois par exemple que la colère ou l'admiration, eh bien, a un impact estimé sur la viralité de plus 34 et plus 30%. Alors que l'anxiété, on est à plus 20 ou 30, et tu vois, je te l'avais dit tout à l'heure, la tristesse, au contraire, réduit ton impact, réduit ton potentiel de viralité avec moins 16%, et il y a différents facteurs, et tu vois que ça peut être positif, négatif. Donc tu vois, typiquement, pour susciter de la colère, tu peux parler par exemple d'une nouvelle réforme politique. Et là, on comprend pourquoi la colère est extrêmement utile pour être virale, parce qu'on touche aux convictions des gens, on les énerve, on les met en colère. Il y a des gens qui seront peut-être aussi d'accord avec nous, donc ça va créer du débat, créer de l'engagement, les gens vont se taper dessus, les gens vont avoir envie de regarder parce que tu les as touchés aux convictions, donc la colère est une excellente émotion. L'admiration également est très utile pour devenir viral, qui n'a jamais partagé par exemple un exploit sportif à un pote, tout ce qui suscite de l'émotion, je sais pas, Rafael Nadal qui gagne son 14e titre à Roland Garros, bah, tout le monde le partage, tout le monde le remet en story, parce que c'est un exploit, donc l'admiration est également une très bonne émotion. Donc tu vois que c'est concret, hein, je te partage pas simplement des études, le but c'est que toi en tant que créateur, tu puisses exploiter tout ce que je t'apprends et toutes les conclusions des études scientifiques pour devenir viral. J'ai d'ailleurs des conseils concrets à te donner juste après. Ensuite, on va voir l'anxiété qui marche également pas mal du tout. Donc voilà, ça c'est un peu tout le business des chaînes d'information. Pourquoi est-ce que tu reviens à chaque fois? Parce qu'elles te suscitent des émotions négatives qui vont te stresser. Elles te gardent dans un état permanent de stress. Donc c'est pour ça qu'elles utilisent tout le temps des informations négatives. Voilà, ensuite la tristesse, pourquoi est-ce que ça t'empêche de devenir viral? Eh bien tout simplement parce que si tu regardes des contenus un peu tristounets, que t'es un peu dépressif, t'as pas forcément envie de partager ça à ton pote. Voilà, en mode, t'as pas envie de montrer que t'es triste, en dépression, voilà quoi. Donc c'est des contenus que tu gardes pour toi, qui sont nettement moins partagés et donc qui t'empêchent un peu de devenir viral. Alors qu'est-ce que tu dois en tirer toi concrètement en tant que créateur? Bah d'abord tu dois réfléchir à comment tu peux appuyer sur une émotion. On l'a vu, c'est pas de susciter uniquement des émotions qui comptent, c'est de susciter des émotions qui sont fortes. Donc pour ça tu peux réfléchir au champ lexical que tu utilises. Par exemple si tu suscites la tristesse, bah tu vas utiliser beaucoup de mots en lien avec la tristesse. Tu peux vraiment voilà, créer tout un champ lexical autour de ça, faire attention au choix de tes mots et bien appuyer sur l'émotion. Je t'invite également à choisir des émotions à fort potentiel de viralité. On l'a vu, la colère, l'admiration par exemple, fonctionnent mieux que la tristesse. Donc tu vas lister des choses qui mettent en colère dans ta thématique. Tu peux même t'aider de ChatGPT pour dresser des listes. Tu vas lister également des choses qui suscitent de l'admiration ou alors des choses qui rendent anxieux. Donc tu te fais tout un tas de listes de sujets que tu vas pouvoir appuyer dans tes contenus en appuyant sur le champ lexical, etc. Ensuite, mon conseil, c'est de choisir une émotion principale par contenu. Si tu cherches à en susciter plusieurs, tu risques de ne pas réussir à mettre de l'intensité sur une émotion. Donc choisis vraiment un seul angle, par exemple la colère, et cherche à susciter un maximum de colère dans ton contenu. Il y a une petite exception à ça, c'est une astuce que je te donne, c'est que tu peux commencer par une émotion par exemple qui est triste, même si elle ne permet pas d'être virale, mais de terminer en mode tout est bien qui finit bien, par de l'admiration, par une issue heureuse. Et là en fait, le fait que tu aies emmené quelqu'un de la tristesse vers la joie par exemple, bah ça va vraiment le rendre, rendre justement la joie plus intense, et du coup les gens peuvent partager ça à leurs potes. Voilà, alors avant de continuer, je voudrais que tu saches que soutenir cette vidéo, c'est-à-dire me laisser un gros pouce bleu et ton commentaire, ton retour sur cette vidéo, eh bien soutenir cette vidéo c'est voter pour les créateurs de valeur, des créateurs au contenu sérieux, éducatif, qui t'apprend vraiment des choses, plutôt que des gens qui passent leurs vidéos à te montrer des nanas en maillot, des Lamborghini, sans vraiment t'apporter de valeur. Alors si tu
veux voter pour les créateurs de valeur, eh bien je t'invite à me laisser un petit pouce bleu et ton retour en commentaire. Allez, on continue et dans cette partie de formation, je vais t'apprendre à créer des contenus que ton audience ne pourra pas s'empêcher de partager. On va se baser sur le livre Contagious de Jonah Berger, un excellent livre par ailleurs que je te recommande également. Et en fait, ce livre, il nous montre les 10 motivations psychologiques qu'ont l'humain, qu'ont les gens à partager un contenu. Et je vais te présenter les 5 plus puissantes, les 5 principales. D'abord, on va partager tout simplement pour aider les autres. Donc ça, c'est tout ce qui est conseils pratiques, facilement actionnables. Par exemple, si tu présentes un outil, un accessoire, un site à utiliser, tout ce genre de choses. Ensuite, les gens vont partager des contenus pour conforter leurs opinions. Donc pour faire valoir ses idées, pour défendre nos convictions. Donc pour faire valoir nos idées, pour défendre nos convictions. On adore partager tout ça. Donc en fait, c'est tout ce qui est contenu polémique, sujet à débat, quand tu partages des idées assez tranchées sur un sujet touchy, tout ça, ça va vraiment énormément être partagé par les gens parce qu'encore une fois, tu touches à leurs convictions. On partage également pour faire ressentir à quelqu'un d'autre ce qu'un contenu nous a fait ressentir. Donc là, c'est tout ce qui est contenu surprenant, avec un dénouement un peu inattendu. Ça va être tout ce qui est tous les exploits, notamment sportifs comme on l'a vu, enfin exploits en tout genre d'ailleurs. Ça va être tous les contenus également qui utilisent le storytelling, tout genre de choses. Quatrième raison pour lesquelles les gens partagent beaucoup, ça va être tout ce qui est nouveauté, donner l'impression aux autres qu'on est dans le coup, on est fier, tu sais, de savoir ce qui se passe en ce moment. Donc là, c'est tous les contenus du type newsjacking, hein, on en a parlé en début de formation. Donc se baser sur l'actualité, tous les nouveaux changements, tous les événements en lien avec l'actualité, voilà, je sais pas, un gros créateur de ta thématique qui organise quelque chose, tu peux réagir dessus, ça peut être une nouvelle règle à propos de je ne sais quoi, tout genre de choses. Et enfin, on partage également pour exprimer son identité, pour se valoriser hein, finalement, donc on veut faire passer un message sur qui on est, sur éventuellement qui on veut être, on veut se faire passer pour quelqu'un de bien, quelqu'un d'intelligent, tout genre de choses. On va s'intéresser également à une étude du New York Times Customer Insight Group, désolé pour mon accent d'anglais qui demeure pitoyable. Le concept de cette étude, c'est que en fait une équipe a interrogé 2500 personnes pour comprendre pourquoi est-ce que ces personnes-là en fait partagent des contenus en ligne. Et le résultat de cette étude, c'est que 84% des personnes partagent un contenu pour soutenir une cause ou pour soutenir un sujet qui leur tient à cœur. 68% des gens partagent un contenu pour se définir socialement. 49% partagent un contenu pour faire réagir ou alors pour enrichir les autres. Alors tu vois que la somme des pourcentages fait plus de 100% parce que les gens peuvent donner deux raisons pour lesquelles ils partagent un contenu. Alors la conclusion de tout ça, c'est que la valeur perçue de ton contenu, elle doit soit aider, soit émouvoir, soit représenter l'identité du public. Ça va rendre tes contenus infiniment plus partageables. Et justement par rapport à tout ça, j'aimerais te parler d'un biais cognitif, à savoir le biais de confirmation. Je t'ai mis la petite définition de ChatGPT pour que tu comprennes. En gros, c'est la tendance naturelle qu'ont les gens à interpréter et se souvenir des informations qui confirment leurs croyances ou nos opinions existantes. En gros, l'humain a la fâcheuse tendance à aller regarder tout le temps des choses qui confirment ses croyances, qui vont dans son sens, quoi, finalement. Et en fait, non seulement il va regarder ce qui confirme ses croyances, mais en plus, il aura tendance à ignorer ou minimiser tout ce qui va le contredire. Donc finalement, il y a une espèce de motivation sociale à partager et à conforter nos opinions à nous, quoi. Alors toi, en tant que créateur, ben finalement, tu peux jouer de ça. Et ton travail, ça va être d'identifier les croyances de ta cible, hein, quelles sont sa façon de penser, sa façon de voir les choses. Par exemple, si tu as une audience principalement d'entrepreneurs, ben dans la majorité des cas, les entrepreneurs ont tendance à penser que les diplômes ne servent à rien, que seule l'expérience terrain compte. Évidemment, je fais une généralité, je suis un peu dans le cliché, mais globalement, une audience d'entrepreneurs va plus penser ça qu'une audience de salariés, bien entendu. Une audience de créateurs peut penser par exemple que l'algorithme est injuste. Et finalement ce qui se passe c'est que peu importe ta thématique, il y a toujours des croyances un petit peu communes, un peu populaires qui reviennent, que tu vas pouvoir exploiter à ton avantage via le biais de conformation. Donc moi ce que je t'invite à faire c'est de choisir des croyances qui justifient l'échec des gens. Les gens, tu le sais, on a tendance à se victimiser, à essayer de justifier nos échecs, l'humain est comme ça par nature. Tu peux également prendre des croyances qui ont un côté un petit peu complotiste. Tu vois typiquement, tu peux dire oui tes contenus sont bons, c'est pas toi le problème, c'est
algorithme qui est injuste, il veut que tu payes pour être mis en avant. Je sais qu'il y a énormément de créateurs qui pensent ça, parce qu'ils décollent pas, donc ils préfèrent se dire ça, ils pensent ça, voilà. Et en fait, ils seraient très heureux de t'entendre dire ça, justement pour justifier leurs croyances, pour justifier leur échec. Bon, alors attention, le but c'est pas de manipuler les gens en leur mentant et en leur disant n'importe quoi, sinon tu risques de commettre des incohérences, et puis bah même, faut pratiquer un minimum d'honnêteté intellectuelle. Par exemple, moi je sais très bien que l'algo, il est extrêmement juste, beaucoup plus que les gens ne l'imaginent. Il n'a absolument pas intérêt à faire en sorte que les gens payent pour qu'ils se développent. Je sais que ça peut paraître contre-intuitif, mais je t'assure que c'est le cas. Il va simplement regarder tes statistiques, et si elles sont suffisamment bonnes, tu seras mis en avant. Donc jamais j'irai faire croire ça aux gens, mais le fait est, enfin j'ai pris cet exemple juste pour l'exemple, mais si tu dis ça aux gens et qu'ils le croient, clairement tu vas avoir, ils vont être très reconnaissants de ton contenu, et tu peut avoir un fort potentiel de viralité. Un autre exemple, ça pourrait être de dire aux gens un petit peu complotistes, d'aller les voir et de leur dire: alors oui, le système scolaire est volontairement obsolète pour casser l'ascension sociale, et tu vois, si tu dis ça à des gens qui ont cette conviction-là, cette croyance-là, clairement tu renforces leurs croyances, et ils vont être à fond derrière toi, et risquent de partager beaucoup plus. Ils vont dire: regarde, il me donne raison, t'as vu ça? Ou alors s'ils partagent cet avis avec un pote, il va leur partager en leur disant: bah regarde, tu vois qu'on avait raison, tout genre de choses. À présent, je voudrais te partager 3 types de contenus qui ont tendance à être beaucoup partagés, tout simplement. Le premier, ça va être le contenu, tout ce qui est contenu polémique, hein, on l'a vu déjà, on a vu pourquoi avant, parce que ça touche aux convictions, on génère de l'émotion, ça crée de l'engagement, des débats, des embrouilles, et on peut également exploiter le biais de confirmation. Ensuite, il y a tout ce qui est contenu humour, faire rire un pote, hein, tu vas le partager pour faire ressentir une émotion qu'un contenu drôle t'a fait ressentir. Ou alors, je sais pas, si la veille, t'étais avec ton pote, vous avez discuté, vous avez rigolé d'un truc, et tu croises un contenu drôle en lien avec ce que vous avez dit, bah tu vas lui partager. Je suis sûr que t'as déjà partagé un contenu drôle avec l'un de tes potes. Et ensuite, un troisième levier très puissant, c'est tout ce qui touche à l'identification. Le but, ça va être de créer une situation dans laquelle ta cible se retrouve. Si t'arrives, par exemple, je sais pas, si on va reprendre l'exemple des entrepreneurs, bah un entrepreneur en soirée, il a tendance à être parfois un petit peu dans sa bulle, avoir des idées, du coup parfois même il peut se mettre de côté pour noter un truc discrètement. Bah si tu dis ça à des entrepreneurs qui se retrouvent dans cette situation, ça va les faire rire, ils vont s'identifier à ça, donc ils risquent de le partager à leurs potes entrepreneurs ou d'être vachement engagés. Autre exemple, les entrepreneurs, c'est une blague qu'on voit partout, oh punaise, j'ai fait un super mois, pauvre, t'as oublié qu'il fallait déclarer les revenus à l'URSSAF et qu'ils allaient tout te prendre. Ça fait rire typiquement tous les entrepreneurs. Donc si t'arrives à créer une situation dans laquelle se retrouve ta cible, et si possible d'ajouter de l'humour à cette situation, ce sera extrêmement puissant. Avant de poursuivre, sache que si tu cherches à développer ton activité en ligne pour en vivre confortablement, sache que des business, j'en vois passer à longueur de journée. Je vis de mon activité en ligne depuis plus de 3 ans, ça fait plus de 10 ans que je crée des contenus, alors je suis capable d'identifier au premier coup d'œil quelles sont tes problématiques, quels sont tes blocages, que ce soit au niveau de l'acquisition, de la conversion, de l'engagement, de la fidélisation de l'audience, etc. Alors tu peux réserver un appel stratégique complètement offert, gratuit et sans engagement. Dans le pire des cas, tu repartiras avec de bons conseils, et au mieux, je te proposerai mon service d'accompagnement pour qu'on puisse bosser ensemble et tout exploser dans ton activité en ligne. Alors réserve ton appel stratégique offert sur le premier lien en description, et on poursuit. À présent, je vais te parler d'une nouvelle grosse erreur que commettent la majorité des créateurs, et c'est peut-être ton cas, et clairement ça t'empêche d'être viral. En fait, je vais te parler de l'importance de la simplicité de ton message dans tes contenus, et je vais te parler également du syndrome de l'expert. Alors qu'est-ce que j'appelle le syndrome de l'expert? En fait, c'est que tu vas oublier ce qu'est d'être débutant, parce que toi, ça fait un certain temps que tu es dans ta thématique, dans ton domaine, et donc en fait il y a des choses qui vont te paraître évidentes alors qu'elles ne le sont pas du tout pour un débutant, et tu vas également avoir tendance à utiliser du jargon de ta thématique en pensant que tout le monde le comprend. Toi ça te paraît évident, tu l'entends tous les jours, sauf qu'en fait ton audience elle ne comprend pas du tout, donc elle s'identifie pas à ton message, elle le comprend mal, et donc clairement ça ruine ton watch time. Il est également très important de bien simplifier ton message, hein, donc on oublie tout le jargon. Par exemple, je te donne un exemple très concret. Au lieu de dire « réduis ton apport calorique en soirée pour éviter la prise de masse grasse », tu vas tout simplement dire « ne mange pas après 20 h ». Et voilà, si tu commences comme ça en accroche, ce sera beaucoup plus percutant, beaucoup plus simple, et tu as beaucoup plus de chances d'être viral.
Alors à présent, il faut que tu saches que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça sert strictement à rien si tu ne maîtrises pas ce qui va suivre. C'est peut-être la partie la plus difficile, mais la plus importante de cette formation, alors écoute bien ce qui va suivre. On va parler d'un deuxième levier de la viralité, c'est tout ce qui concerne tes scripts, ton copywriting et tes structures de contenu. En fait, on va voir comment réussir tes hooks pour captiver dès les premières secondes, ou tes intros si on parle d'un format long, je sais pas, une vidéo YouTube, un article de blog, tout ce que tu veux. Je vais te donner des structures exactes à suivre pour faire de bons hooks ou rédiger de bonnes intros. Je vais te partager également les secrets des plus gros créateurs au monde, notamment ceux de MrBeast, et je vais également t'apprendre à créer des scripts qui vont hypnotiser tes spectateurs avec du copywriting, des bonnes stratégies pour vraiment les scotcher de bout en bout. Alors d'abord, comment réussir ces hooks et ces intros? D'abord, il faut comprendre qu'un hook n'est pas que oral. Il y a quelques années encore, il suffisait de dire voici 3 astuces pour percer sur Instagram et ça pouvait suffire. Aujourd'hui, ça ne suffit plus, le niveau de concurrence a augmenté, les façons de faire ont évolué. Et donc maintenant tu as besoin d'avoir un hook qui est à la fois oral, donc ce que tu dis doit être captivant dès le début, également textuel, donc tu vas ajouter un petit texte qui va créer de l'intrigue, ça se fait beaucoup sur Instagram, TikTok, et il faut également en plus de ça que le hook soit visuel, c'est-à-dire que tu interpelles visuellement les gens à l'aide de plusieurs stratégies. En fait, tu peux voir ton hook ou ton intro comme un espèce de mini teaser de la suite de ton contenu. Tu vois, pour un film, il y a une bande-annonce, et bien pour un hook, ça va être juste une phrase ou quelques phrases pour une intro qui va teaser la suite, susciter des émotions comme de l'intrigue, du mystère pour donner envie d'aller voir la suite. Et détrompez-vous, le hook compte aussi énormément sur une vidéo YouTube. Les gens pensent que puisque c'est du format long, j'ai pas besoin de captiver les gens dès la première phrase. C'est absolument faux. D'ailleurs, je te mets un petit extrait de la dernière vidéo de MrBeast. Je me trouve sur une île entièrement infestée de serpents. Tu vois bien que dès la première phrase, il y a un gros hook. Alors ensuite, évidemment, peut-être que le hook n'a pas besoin d'être aussi agressif que sur du format court, mais il n'empêche que c'est pas uniquement l'intro qui est importante, même si l'intro l'est également beaucoup, mais même la première phrase va l'être beaucoup. Alors je vais te présenter un petit schéma. Imagine que ça, ce soit une courbe de rétention. Tu sais que les plateformes comme Instagram, TikTok, YouTube te proposent des courbes de rétention sur chacun de tes contenus qui te permettent en fait de savoir où les spectateurs décrochent ou où au contraire tu as tendance à bien captiver les spectateurs. Et en fait tu as un petit peu 3 options. La première option, ça va être la courbe qui est rouge et tu vois c'est un mauvais hook et un mauvais script. Tu vois que imagine que le hook ce soit jusqu'ici. Bah tu vois que dès le début, tu as déjà perdu beaucoup de gens, ça veut dire que tu as un mauvais hook. Et en plus de ça, que après le hook, tu vois que la courbe n'est pas plate comme sur la verte, tu continues de perdre des gens. Donc là, c'est que tu as un mauvais hook plus un mauvais script. Ensuite, configuration numéro 2, c'est la courbe noire. Là, tu vois que tu as un bon hook. Ton hook, tu vois, il a maintenu beaucoup plus de gens. Tu vois, imagine que le hook là, ce soit jusque là pour la période rouge. Et là, tu vois, tu as maintenu des gens jusqu'ici. Donc ton hook est bon. Par contre, tout compte fait, tu vois que la courbe noire vient rejoindre la courbe rouge parce que tu as eu un mauvais script. Et enfin, troisième situation, tu as un bon hook et un bon script. Tu vois que la courbe verte, là, s'arrête à peu près pareil que la courbe noire qui a un bon hook. Par contre, la courbe est presque plate en verte parce que c'est tout le script qui a maintenu de bout en bout. Et tu vois bien qu'au final, le watch time sera bien plus élevé. Donc, ce que je veux que tu comprennes par là, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir un bon hook pour percer sur les réseaux. Parce que des bons hooks, il y a plein d'excellents créateurs qui savent en faire. Alors, si tu veux vraiment te différencier de la masse, passer au-dessus des gens et avoir une vidéo qui part complètement virale, tu as besoin impérativement des deux. Tu vois, je te l'ai mis là, tu as besoin d'un bon hook et d'un bon script. Alors sache-le, les hooks basiques du style les 3 meilleures astuces pour perdre du poids, le secret pour tripler son nombre d'abonnés, ton plan d'action pour trouver 10 clients sur les réseaux, enfin peu importe la thématique, hein, c'est juste pour l'exemple, mais tout ce type-là de hook ne marche plus. Ça fonctionnait très bien il y a 3 ans, mais aujourd'hui la concurrence a monté, ça ne marche plus. Donc tu as besoin d'avoir des hooks qui sont non seulement oral, textuels et visuels, les 3 à la fois. Donc je vais te montrer quelques exemples concrets de ce que tu peux faire dans ces reels qui ont de très bons hooks. Je parie que tu croyais que je buvais du café. Ben non, ce verre est vide. Tu vois, il n'y a absolument rien à l'intérieur. Donc tu vois, il y a une énorme différence avec simplement dire ton plan d'action pour trouver 10 clients sur les réseaux. Là vraiment, il se passe des choses. Il y a le petit texte, tu te fais mentir, il y a une faute, tu sais pas trop où elle veut en venir. Ensuite, la dame, visuellement, il se passe des choses. À l'oral également, il y a un hook surprenant. Donc ça fait une grosse différence et je te propose de t'en montrer un deuxième pour que tu comprennes vraiment bien. Il avait besoin de s'asseoir 30 secondes. Il s'est assis 30 secondes.
Et d'ailleurs, tu vois le petit texte qu'il y a à l'écran, on peut penser que c'est pas très utile. Eh bien, je t'assure que si, il y a d'ailleurs une étude qui a été faite par Facebook Creative Shop en 2019. Ils ont analysé plus de 3000 pubs vidéo sur Facebook et Instagram pour comprendre un petit peu les mécaniques de la rétention. Et l'une des conclusions, c'était que l'ajout de texte à l'écran augmente la compréhension du message de 25% et la rétention de 25%. Donc c'est vraiment important que tu utilises tout ça dans tes hooks également. Alors à présent, je vais te présenter quelque chose qui a énormément de valeur. Je vais te présenter une structure de hook que tu vas pouvoir instantanément recopier et qui va automatiquement scotcher tes spectateurs. Alors, cette structure de hook, elle se décompose en 3 étapes. La première étape, c'est que tu vas chercher à créer un effet wow, tout en donnant le contexte de ton contenu. C'est-à-dire que on doit comprendre à quoi on a affaire, de quoi on va parler, histoire de faire directement un tri entre les gens pas intéressés et intéressés, pour que l'algo puisse rapidement comprendre quelle est ta cible. Donc, on doit absolument créer un effet wow, je vais donner un exemple concret juste après. Ensuite, deuxième étape du hook, on va ajouter un mais. C'est-à-dire qu'on va faire un effet wow en donnant le contexte, mais on va mettre un petit peu de tension en créant un mais. Et ensuite, troisième étape, on va ajouter une phrase qui va à l'opposé du contexte initial. On fait ce qu'on appelle un pattern interrupt. L'idée, c'est de, interrompre le spectateur qui comprenne pas trop ce qui se passe, qui voit pas exactement où tu veux y en venir, pour le surprendre et le captiver. Je vais te donner un exemple très concret, ce sera peut-être un peu plus parlant pour toi. Imagine que, voilà, tu commences avec l'effet wow plus le contexte. Elon Musk va peut-être mettre une puce dans le cerveau de 100 personnes pour les sauver de la maladie de Parkinson. Donc tu vois, il y a un petit peu un effet wow. Une puce dans le cerveau, ça fait peur, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Sauver de la maladie de Parkinson qui de base on sait pas soigner. Donc là, il y a un effet wow. Ensuite, on va ajouter l'étape 2, le mais. Mais il se pourrait bien que cette expérience foire. Donc tu vois, on partait sur un truc assez positif, enfin flippant un peu d'un côté, mais positif dans le sens on va sauver des gens d'une maladie, mais d'un autre côté ça peut foirer, donc il y a un mais. Ensuite, troisième étape, pardon, là je me suis trompé dans les chiffres, mais troisième étape, l'opération pour implémenter cette puce est très dangereuse et près d'une personne sur 10 pourrait se retrouver paralysée à vie. Donc là, tu vois, finalement, on va un petit peu à l'opposé du contexte initial où on allait devoir les sauver et finalement là, on peut les tuer en faisant ça. Donc les gens, en fait, ils veulent en savoir plus. Donc tu vois que ça crée une tension énorme et cette structure, elle est vraiment surpuissante. Je vais t'en donner une deuxième un peu plus classique mais qui fonctionne très très bien. Ça va être d'utiliser une situation que rencontrent généralement les gens et d'ajouter du marketing de la peur. Voilà, je te donne directement l'exemple concret. Tu peux dire, si tu fais cette erreur à chaque fois que tu te lèves, tu risques de perdre 30% d'énergie tous les jours. Pourquoi est-ce que ça marche? D'abord, il y a une situation qui est commune dans laquelle les gens s'identifient parce que tout le monde se lève tous les matins. Si tu te lèves pas, c'est qu'a priori, il y a une mauvaise nouvelle, je te le souhaite pas. Donc voilà, comme tout le monde se lève, les gens s'identifient à ce fait-là. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il y a du marketing de la peur? Parce qu'on se dit, mince, je suis en train de perdre 30% d'énergie tous les jours quand je me lève tous les matins. Moi, je veux récupérer cette énergie, je veux pas la perdre, donc je vais regarder ce qui va suivre. Tu vois, tout le monde veut avoir de l'énergie, et tout le monde sent plus ou moins des pertes d'énergie au moins de temps en temps, donc tout le monde se sent concerné, tout le monde veut plus d'énergie. D'ailleurs, je vais pas développer davantage sur les hooks, je pourrais t'en parler franchement pendant 1 heure. Si ça t'intéresse que je fasse une vidéo complète sur l'art de créer des hooks captivants, je t'invite à me le faire savoir en commentaire. Et j'en profite à nouveau pour te demander de me laisser un petit pouce bleu pour pousser cette vidéo au maximum de personnes. Je t'en serai très reconnaissant. Alors, à présent, on va parler des intros pour le format long. Ça peut être une vidéo YouTube, ça peut être un article de blog, un podcast, tout genre de choses. Alors, je te l'ai dit tout à l'heure, il te faut quand même un hook. Tu vois que dans cette vidéo, j'ai survécu aux 5 endroits les plus mortels sur Terre. On a clairement un hook, la première phrase est directement captivante de la part de MrBeast. Et d'ailleurs, si tu regardes un petit peu les dernières vidéos de MrBeast, il reprend quasiment la structure que je t'ai donnée tout à l'heure en 3 étapes. Il commence avec un effet wow, je me trouve sur une île entièrement infestée de serpents. Ensuite, il va ajouter un mais ce n'est pas l'endroit le plus dangereux que je vais visiter. Et là, bon, il a mis une surcouche sur l'effet wow, c'est pas tout à fait ce que j'ai recommandé, mais c'est une variante qui marche également très bien. Il dit, on va escalader une montagne complètement couverte de glace, c'est encore plus dangereux, blablabla. Alors finalement, de quoi est-ce que tu as besoin pour réussir une intro? Alors l'objectif de l'intro, c'est de donner envie de voir la suite, sous contrainte de ne pas être trop long. Parce que si tu fais un grand teaser qui donne vachement envie de voir la suite mais ça dure trop longtemps, les gens vont s'impatienter, ils vont zapper, donc tu tues ton watch time. Donc faut arriver à être très synthétique, donner rapidement envie de voir la suite sans s'éterniser, donc t'as pas le temps de te présenter, pas le temps de blablater. Si tu commences ta vidéo en disant bonjour, alors moi c'est Maxence, je suis expert en stratégie de contenu et aujourd'hui, non, là les gens ils sont tous barrés. Donc la structure que je te recommande d'utiliser, c'est un hook, donc une phrase captivante comme tu le ferais sur un format court, quelques arguments d'autorité et ensuite des bénéfices
bénéfices. Et tu le remarqueras, c'est exactement la structure que j'ai utilisée sur cette vidéo. Je commence en disant tu es bien sur la plus grosse vidéo de tout YouTube pour devenir viral, ça c'est un peu mon hook. Ensuite je partage des arguments d'autorité en disant que j'ai fait plus de 100 millions de vues sur les réseaux et en disant que j'ai analysé des centaines de contenus des plus gros créateurs du monde. Donc là je fais du vol d'autorité en basant sur leur nom. Et ensuite je donne les bénéfices, donc là je dis exactement ce qu'on va voir dans la vidéo. Alors mon intro sur cette vidéo était relativement longue, mais c'est pas très grave dans la mesure où cette vidéo est très longue. Donc forcément je peux me permettre d'un peu plus développer et d'un peu plus motiver les gens à regarder une longue vidéo. Parce que si je leur dis qu'on va voir que deux choses alors que la vidéo dure 1 heure, bon les gens ils se disent t'es gentil mon coco mais j'ai pas 1 heure à te donner pour ça quoi. Mais si ta vidéo est moins longue, peut-être que tu peux utiliser 3 bénéfices principaux et après ça suffira quoi. Donc voilà pour ce qui était des intros et maintenant je vais t'expliquer comment réussir un bon script et je vais d'abord me baser sur un document qu'a créé MrBeast en personne. C'est un document qu'il a donné pour ses salariés et qui a fuité. En fait l'idée c'est que comme il a énormément fait grossir son équipe, il a plus le temps de passer lui-même beaucoup de temps avec ses salariés. Donc il a décidé de créer un gros document d'une trentaine voire quarantaine de pages de mémoire. Et il le donne à tous ses salariés et le but c'est de leur expliquer comment créer de bonnes vidéos au sein de la production MrBeast parce que c'est vraiment une énorme usine, hein, ils sont beaucoup à créer les contenus et il nous a donné des informations très précieuses et je vais t'en donner certaines. D'abord il nous explique que la première minute est super importante parce que c'est l'intro. Bon là je vais pas m'éterniser sur le sujet dans le sens où c'est ce que je viens de te dire, c'est super important parce que c'est ce qui détermine si les gens vont rester ou se barrer dès le début. Ensuite il explique qu'il y a la minute 1 à 3. Alors je précise que là ça s'applique particulièrement à son type de vidéo à lui, où c'est souvent des vidéos type divertissantes qui t'en mettent plein la vue. Et il te dit en fait que la minute 1 à 3, elle est super importante parce que c'est pas parce que les gens ont regardé l'intro que tu as gagné vraiment leur attention. La minute 1 à 3, c'est le moment où tu confirmes vraiment que tu vas voir son attention. Et s'ils passent la minute 1 à 3, ils ont de grandes chances d'aller jusqu'au bout finalement. C'est un petit peu le biais d'engagement en fait. Plus quelqu'un est resté longtemps, plus il a de chances de rester jusqu'au bout encore plus longtemps. Donc tu vois, dans la minute 1 à 3, ce qu'il cherche à faire, c'est aller extrêmement vite. C'est un passage qui est important parce qu'on passe finalement du teasing de l'introduction à l'exécution et lui ce qu'il cherche dans la minute 1 à 3 c'est créer une progression qui est folle, une progression où tout va vite pour vraiment montrer au spectateur et lui en mettre plein la vue, lui montrer qu'il va voir plein de choses, donc il va aller très vite. Ensuite entre la minute 1 à 3, enfin après la minute 1 à 3, on arrive à la minute 3 à 6 et entre ces, du passage de la 3 à la 3 à 6, il va faire ce qu'on appelle un twist. Un twist en fait c'est un moyen de relancer l'intérêt du spectateur, un réengagement. Donc il va relancer l'intérêt, je vais t'expliquer après des petites stratégies pour le faire, tu vas comprendre. Ensuite dans les minutes 3 à 6, il explique que les minutes 1 à 3, elles vont préparer les minutes 3 à 6 parce que c'est ici que va se situer le passage le plus important, l'élément le plus impressionnant. Alors encore une fois je le répète, on est dans le contexte des vidéos de MrBeast. Moi je te le dis par expérience, mettre un élément très important dans la minute, très impressionnant pardon, dans la minute 1 à 3, c'est également une stratégie qui marche très bien. Simplement lui pour le type de vidéo qu'il fait, ça marche mieux comme ça. Donc lui ce qu'il va faire c'est aller très vite dans la minute 1 à 3 mais sans montrer l'élément le plus impressionnant. Il va plutôt le teaser encore un petit peu légèrement dans la minute 1 à 3. Dans la minute 3 à 6, là ça va être le gros effet waouh de sa vidéo, le gros truc qui t'a vraiment teasé justement dans l'introduction, un petit peu l'intrigue pour vraiment... confirmer que le spectateur reste au bout. Et ce qu'il explique c'est qu'en fait quelqu'un qui est resté jusqu'à la minute 6 pardon, il perd plus grand monde de la minute 6 jusqu'à la fin de la vidéo, il arrive à garder quasiment tout le monde une fois qu'ils en sont arrivés là. Ensuite entre la 6 et la minute 6 jusqu'à la fin, il réajoute un nouveau twist pour relancer l'intérêt du spectateur. Donc là il le dit, il va ajouter le contenu qu'il appelle un peu moins intéressant. Alors, il le dit clairement, ça veut pas dire que la minute 3 à 6 jusqu'à la fin, elle doit être négligée, ça reste très important, mais disons que c'est plus facile une fois que les gens sont arrivés jusque là, de garder la personne jusqu'au bout. Donc à ce moment là, il va apporter plus de détails dans les explications, dans le contexte de sa vidéo, il va approfondir un petit peu l'histoire, et finalement tu vois que c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Il y a le fameux biais de l'engagement, et en fait quelqu'un qui a regardé la moitié de la vidéo, il a clairement de grandes chances d'aller jusqu'au bout. C'est pour ça que la première moitié de ta vidéo est entre guillemets encore plus importante que la seconde moitié, même si ça ne veut pas dire qu'il faut négliger la seconde moitié.
Alors à présent, je vais te partager mes conseils les plus puissants, des conseils que tu ne retrouveras nulle part ailleurs pour rédiger des scripts qui vont scotcher tes spectateurs de bout en bout. C'est littéralement grâce à ça que j'arrive à devenir viral sur toutes les plateformes. J'ai fait des dizaines de millions de vues sur le format court, plus de 10 millions de vues sur le format long avec YouTube, et j'ai même été viral des dizaines de fois avec le format court, que ce soit sur Twitter, sur LinkedIn, sur mes publications Facebook, mes threads, etc. Donc je vais te donner 4 principaux conseils. D'abord, ça c'est un petit peu la base. Il faut que tu sois synthétique et que tu penses absolument à enlever les passages qui sont creux, à enlever les passages qui sont ennuyants. Il faut que ton script n'ait pas de moments mous, sinon tu perds vite fait une partie des gens. Et il suffit que tu perdes 5 ou 6% des gens à une partie de ta vidéo, eh bien ça va t'empêcher de passer au-dessus de la masse, parce que tu le sais, l'algorithme, il va comparer ton contenu par rapport aux autres contenus dans ta thématique, il va pousser les contenus qui ont le meilleur watch time. Et il suffit que tu sois un tout petit peu au-dessus de la masse, et c'est ce qui peut faire que tu vas devenir viral, donc pense à bien faire ça. Ensuite, tu vas pouvoir utiliser des open loops et du réengagement. Alors, qu'est-ce qu'un open loop? Ça, il y a peu de gens qui t'en parlent, pourtant c'est extrêmement puissant. En fait, ça consiste à partager une information qui sera volontairement incomplète pour laisser en suspens les gens et forcer leur cerveau à vouloir en fait fermer la boucle, fermer ce que tu as ouvert, avoir la solution à l'information que tu as laissé inachevée. Donc finalement, tu vas donner l'information complète au sein de la vidéo, mais pas directement. Tu vas commencer à en parler, je sais pas, vers le milieu de ta vidéo, et tu vas donner la solution qu'à la fin de la vidéo. Et l'open loop, c'est finalement un petit teasing. En fait, pourquoi est-ce que c'est puissant ? C'est lié à l'effet de Zeigarnik qui nous dit que le cerveau déteste les choses qui sont inachevées. C'est-à-dire qu'il va rester attentif jusqu'à ce qu'il obtienne la réponse. Et donc finalement, il va pas vouloir quitter la vidéo tant qu'il n'a pas la réponse. Et donc tu augmentes ta durée moyenne de visionnage. Ensuite, on va voir ce que j'appelle le réengagement. Le réengagement, c'est simplement une petite phrase qui va donner une bonne raison de rester. Par exemple, je sais pas, tu fais une vidéo sur YouTube. Puis au milieu de ta vidéo, tu vas lâcher une phrase en disant « mais le meilleur reste à venir ». Mais tout ça ne sert à rien sans ce qui va suivre. Ou alors tu vas introduire une péripétie. Tu vois, tout ce genre de choses qui va permettre de relancer l'intérêt du spectateur pour pas qu'il se lasse. Si tu regardes bien dans cette vidéo, j'ai utilisé pas mal de fois du réengagement en disant par exemple « tout ce qu'on a vu jusqu'à présent ne sert à rien si tu ne comprends pas ce qui va suivre ». Ça, je l'ai dit typiquement. Ensuite, autre chose également très importante pour faire un bon script qui va scotcher jusqu'à la fin, c'est qu'il ne faut jamais laisser penser à tes spectateurs que c'est la fin du script. Si on sent la fin arriver, qu'on sent qu'on va pas avoir de nouvelles informations, de nouveaux éléments, et ben en fait on va se barrer tout simplement. Donc dans ta vidéo, non seulement tu ne dois jamais dire que c'est la fin, mais en plus de ça, tu ne dois jamais sous-entendre, on doit jamais pouvoir sentir que la fin arrive, quoi. Donc n'hésite pas à faire une fin assez brute, et n'hésite pas aussi à faire en sorte, qu'il se passe des choses jusqu'à la fin. Autre élément super important, je t'invite à imager tes scripts à l'aide de métaphores, d'exemples, de storytelling. Bien évidemment, l'humain par nature adore les histoires, ça le captive, il adore qu'on lui projette des images dans son cerveau, donc n'hésite pas à en abuser pour faire passer tes idées. Et pour ça, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, sache que je te mettrai cette vidéo sur l'écran d'accueil. C'est une vidéo de 35 minutes de pure valeur pour faire de toi un génie du storytelling. Tu vas apprendre l'art de raconter des histoires dans tes contenus pour scotcher tes spectateurs. Alors regarde-la, clique sur l'écran de fin après avoir vu cette vidéo. Je vais maintenant te partager un autre conseil de MrBeast, le plus gros youtubeur au monde, qui nous a dit dans une interview « Il est plus facile de faire une fois 5 millions de vues que de faire 100 fois 50 000 vues. » Pourquoi est-ce qu'il te dit ça finalement? En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut impérativement faire le petit effort supplémentaire qui va faire un x10 sur tes vues. Parce que tu vas gagner un tout petit peu de watch time, sauf que comment ça se passe? Et bien en fait, le petit effort que tu fais, pourquoi est-ce qu'il fait exploser tes vues? Parce que l'algorithme compare ton contenu aux autres contenus dans ta thématique, je te l'ai déjà dit tout à l'heure. Et donc si tu passes un petit peu plus de temps pour mieux structurer ton script, pour améliorer ton titre et ta miniature, si on parle d'une vidéo YouTube, pour ajouter un peu plus de dynamisme, ajouter un peu plus d'histoire à ton script, et ben tu vas gagner un petit peu de watch time. Et ce petit gain de watch time, finalement, en fait, il va te permettre de passer au-dessus de la masse et d'être recommandé à fond, de devenir viral grâce à l'algorithme. Et finalement, tu vois, le petit effort que tu mets, il va pas te prendre 2 fois plus de temps que de faire le contenu. Par contre, il peut t'apporter 10 fois plus de vues. Et donc, il vaut mieux faire passer un peu plus de temps pour qu'un contenu ait le potentiel de devenir viral et de x10 ses vues, plutôt qu'en fait, de pas passer ce petit temps-là et de chercher à créer d'autres contenus qui à chaque fois ne seront pas virales, mais finalement, en fait, tu passeras beaucoup plus de temps à créer plein de contenus plutôt qu'à mettre le petit effort qui peut te permettre d'être viral.
À présent, je t'invite à nouveau à réserver un appel stratégique avec moi. T'en fais pas, je mange pas, c'est sans engagement. Dans le pire des cas, tu repars avec de bons conseils et au mieux, on bosse ensemble pour tout péter dans ton activité, pour développer ton activité en ligne et en vivre confortablement. Ça se passe sur le premier lien en description. Pense également à t'abonner à cette chaîne si la vidéo t'a plu. Je suis preneur également de tout retour. Et puis, je te dis à une prochaine. Si tu veux voir la vidéo sur le storytelling, elle s'affiche sur l'écran de fin. À très vite.